mort, probablement accidentelle, d'un maire qui essayait de défendre sa commune contre l'une des dégradations anonymes auxquelles sont confrontés fréquemment les coins tranquilles en France en ce moment, a permis récemment aux télévisions macronistes, vous excuserez le pléonasme, d'en faire des tonnes sur la solitude du maire, le dévouement, l'abnégation, etc., à un tel point qu'on s'est dit, mais ils vont leur envoyer la Légion d'honneur par mailing automatique au mois de janvier. C'est pas possible. C'est une opération concertée, oui, parce qu'on avait vraiment l'impression qu'il s'agissait de récupérer à toute allure la faveur des élus locaux avant que la population ne s'énerve définitivement au printemps contre le régime. Et pourquoi s'énerverait-elle, me direz-vous? Parce que les maires se divisent en deux catégories, du moins selon mon ami Gustave, ceux qui vous prennent pour des cons et ceux que le pouvoir prend pour des cons. Mais toujours selon Gustave, la grande nouveauté depuis l'arrivée du dernier président Macron, c'est que le maire de campagne, de plus en plus, fait partie des deux catégories à la fois. Et là, la population ne peut plus le supporter. Jusqu'ici, elle avait une vague indulgence quand même pour les petits maires, parce qu'ils étaient dévoués, parce que l'idée c'était, il fait ce qu'il peut, et souvent ce qu'elle peut d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans le lot. Mais désormais, les gens se sont aperçus que pour rester à flot, les petits maires sont obligés de dire oui au préfet tout le temps, même quand la population est contre, de faire voter des crédits supplémentaires en douce pour s'en sortir budgétairement, de faire payer un avocat par la population pour se défendre. Contre quoi, vous allez me dire, bizarrement, contre les recours de la population, et de tricher plus ou moins dans nombre d'aspects de la vie locale, sans parler des beaux-frères à qui on attribue des permis de construire, des gens à qui on les refuse aussi, des gens aussi à qui on laisse ouvrir des fenêtres sur leur jardin des autres, vos ennemis de préférence. Nous avons même eu le cas dans un village au nord du département d'un type qui s'est fait élire, qui est devenu adjoint, qui a fini maire, parce que le titulaire est tombé malade. Et donc, en fait, son seul but au départ était d'obtenir un permis de construire pour lui et son fils. Eh bien, il s'est retrouvé maire par accident sans le vouloir. Et une fois qu'il a obtenu ce fameux permis de construire, qu'a-t-il fait? Il a démissionné. Donc, quand on voit LCI et toutes ces télévisions à la dévotion du gouvernement à insister sur l'abnégation des maires de campagne, on est quand même tenté de répondre une abnégation à 600 € par mois pour un type qui touche une retraite au SMIC, mettons, et donc une abnégation qui représente un tiers de ses revenus. C'est pas exactement du Saint-Vincent de Paul. Mais pour en revenir à ce que disait Gustave à ce sujet, lui, sa thèse était assez simple. Il disait le maire de campagne est à la fois la victime et l'instrument d'un système injuste. Pourquoi? Parce que le maire est une autorité dans un pays qui mine l'autorité en permanence à longueur de feuilletons, d'articles dans le journal, de ricanements dans les émissions du genre Ruquier. Le maire devrait être celui qui défend, qui apaise, qui enjoint, qui menace notamment les plus forts, les plus arrogants, pour rétablir un équilibre entre les grandes gueules, les puissants, ceux qui disent tu vas avoir de mes nouvelles, et puis les autres, ceux qui obéissent à tout, qui se laissent marcher dessus tout le temps, intimidés, spoliés par tous les passe-droits des autres. Seulement voilà, dans la moitié des cas, les maires de campagne sont justement désormais du côté des puissants et des forts en gueule pour ne pas avoir d'ennuis, pour avoir des subventions, pour être réélus, et donc ils prennent systématiquement des décisions soi-disant conformes à la raison, qui arrangent en fait surtout ceux qui ont du poids dans le pays et qui parfois les menacent directement. Les propriétaires fonciers, les gens bien placés de toutes sortes, les entrepreneurs, les spéculateurs, c'est ce qu'on appelle la corruption passive. Et la moitié des maires qui n'a plus envie de se représenter, est probablement cette moitié-là. Non pas parce qu'elle est incomprise, mais parce qu'elle sent, au contraire, elle a compris que le temps du ni vu ni connu est révolu et que donc ça ne va plus valoir le coup de se présenter. À bientôt, merci, abonnez-vous. Mon ami Maxime, l'adjoint à la culture de la ville de Villeneuve, à qui j'ai souvent rendu visite cet été, m'a décrypté, comme on dit maintenant, toute l'affaire de ce maire renversé par une camionnette pendant qu'il verbalisait des contrevenants. D'abord, il m'a fait remarquer, mais je m'en suis aperçu, que la porte-parole du gouvernement s'était
plus que plantée. Elle s'était même vautrée, m'a-t-il dit, en expliquant que rien, absolument rien, ne justifiait que l'on perde la vie dans l'exercice de ses fonctions. Et là, je vous laisse imaginer comment et combien les familles de militaires ont dû apprécier ce genre de phrase. Ensuite, une fois ce malheureux maire enterré, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils ont tous, là, les journalistes, les chaînes de télé, à mettre l'accent sur le sacerdoce du maire, je veux dire, à ce point-là. Et c'est là que le décryptage de Maxime le Villeneuvois m'a été précieux. Il m'a dit la destitution de l'élu local par Macron et ses sbires a été programmée en fait pour tous les domaines qui leur font de l'ombre à tous ces gens de Paris, notamment la gestion du foncier, de la fiscalité locale. Tous ces gens voudraient reprendre la main, ils voudraient que les préfectures s'occupent désormais de tout. Alors tu vas me dire, mais pourquoi glorifier alors dans ce contexte la personne du maire comme l'éternel sacrifié, etc. Eh bien parce que tu flattes d'abord les gens pour les neutraliser. C'est le corbeau et le renard. D'abord, je te fais observer, m'a dit ce Maxime, qu'il donne, je veux dire le président, la Légion d'honneur à titre posthume, mais qui va pas à l'enterrement. Et pourquoi ? Parce qu'il faut pas exagérer, il faut pas honorer exagérément une catégorie d'élus qu'on se propose d'éradiquer tôt ou tard ou de sacrifier. Sur l'autel de quoi ? Eh bien, de l'intercommunalité. En gros, c'est pour ça que les télés en font des tonnes. On te dit, les maires ne s'en sortent plus, vous voyez bien qu'ils sont dépassés, raison de plus pour les regrouper sous la houlette du préfet. On te dit aussi, c'est bien simple, la moitié d'entre eux ne veulent plus se présenter, faire le boulot, mais ce qu'on te dit pas, c'est que le gouvernement ne regrette pas du tout qu'ils s'en aillent. Au contraire, on laisse journaux et télé expliquer combien c'est une tâche ingrate, épouvantable, pour dissuader les sortants, mais surtout pour essayer de caser les entrants, les autres, les nouveaux, ceux qui marchent, les marcheurs, dans l'esprit qui convient, c'est-à-dire l'esprit ta gueule, signe là, avec le grand débat, par exemple, m'a dit ce Maxime, donc toujours, tu avais un avant-goût de cette supercherie. On réunit tous les bénis oui-oui dans une salle polyvalente, et puis on leur donne une feuille de route, seulement voilà, les élections municipales vont montrer là que les gens, les vrais gens, je veux dire les gens comme toi et moi, comme vous et moi, parce qu'on se vous voit encore, ont parfaitement compris et que l'esprit de résistance locale est quand même encore très vivace. Le gouvernement a envie de mettre au pas tous les maires comme le mien, celui de Villeneuve, ceux qui s'expriment, ceux qui ont le consentement de leur population, ceux qui décident, ceux qui se comportent en chef de clan. Du coup, les prochaines élections ne seront pas des élections ordinaires, des élections de plus, ce seront les élections de la démocratie contre le totalitarisme du branleur là, trop bien coiffé, bien entouré, qui ressemble à Ken et de ses Barbie députés, m'a-t-il dit. Alors, je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux faire sans argent ? Mais on en a de l'argent, me dit-il. Quand les entrepreneurs voient que ça marche chez toi, dans une ville, ils viennent, ils payent, ils disent, allez, on n'en peut plus de cette chanlie ailleurs. Gérard, c'est son fameux maire de Villeneuve, là, a décidé de se comporter comme un chef de clan, un parrain local. Il fait intimider tous ceux qui rompent le pacte, et ça marche très bien. Je lui demande quel pacte, mais le pacte entre une population que tu rassures, des investisseurs qui s'enrichissent, des propriétaires dont le bien prend de la valeur, mais l'autre con là-haut ne le supporte pas parce que ça marche sans lui. Donc mon Gérard, mon maire, là, ça attend à voir sortir un scandale quelconque à son sujet avant l'élection. C'est leur méthode là-haut à Paris. Ça a marché avec Fillon. Quand t'as pas de talent pour devenir indiscutable, eh ben, tu mets en doute le talent des autres. Mais heureusement, des affaires, on en a aussi contre lui. Demain, je te dirai par exemple ce que m'a dit un ami américain qui vit à Villeneuve. Alors j'étais assez intrigué. Comment ? Il y avait un Américain qui vivait à Villeneuve et qui avait une opinion sur les affaires qui menaçaient la présidence française. Bien, vous allez voir, il m'a assez convaincu. À demain donc. Abonnez-vous. Merci. Donc c'est bizarre, mais j'ai bel et bien croisé à Villeneuve un Américain nommé Colin, qui a épousé une Française, qui ressemble d'ailleurs à Sean Connery, et qui vit de quoi ? Eh bien, de consulting en matière de vin, d'œnologie, de vente de vin. Il est à moitié à cheval sur l'Afrique du Sud, un peu l'Italie, et il déteste les Chinois, mais il aime beaucoup les Russes. À Villeneuve, il y a des vignobles partout autour, mais lui, il travaille beaucoup avec Cahors, parce qu'il y a des liens séculaires entre les vins de Cahors et la Russie. Alors, je vous laisse chercher sur Internet lesquels.
Alors pourquoi ai-je conversé avec lui, avec cet Américain? Parce que c'est lui qui est venu en fait me chercher, parce que Maxime, l'adjoint à la culture de Villeneuve, lui avait dit que j'avais cette petite chronique. Il a absolument tenu en tant qu'Américain, d'ailleurs pour une fois assez favorable à Trump, je veux dire pour un expatrié, il a tenu à me dire pourquoi il pensait que Trump allait faire un exemple et s'attaquer au président français directement, comme s'il était devenu un ennemi. Et j'avoue que son raisonnement m'a paru assez convaincant. D'abord, il m'a dit, Trump, c'est un mâle super dominant. Il s'énerve dès que quelqu'un joue les dominos en sa présence, et aussi bizarre que ça puisse paraître, je l'ai connu en Floride, il y a 30 ans de ça, il était déjà comme ça. Les mecs trop beaux, influents, séduisants, puissants, ils voulaient absolument savoir qui c'était, ils faisaient littéralement enquêter sur leur sujet, à leur sujet, ils les invitaient, et souvent ils les faisaient admettre dans ses réseaux pour s'en faire des alliés. Et si ça ne marchait pas, ou pas assez vite, ils devenaient ses ennemis. Là, votre président Macron lui a déplu, il l'a trouvé trop arrogant, donc Trump réagit face à lui comme le peuple français, d'ailleurs des Gilets jaunes, qui est la partie mal dominante de la France en ce moment. Les Gilets jaunes, c'est la partie farouche, susceptible, la partie qui défie les prétentieux. Eh bien, quand Macron est arrivé, il n'a pas cherché à les amadouer, à jouer les rusés, les humbles. Il a dit, vous me remercierez plus tard quand vous aurez compris, etc. Il a plastronné, et les Français lui ont répondu, les Gilets jaunes lui ont répondu, mais qui t'es toi pour nous parler comme ça? Et ben Trump, c'est pareil, pour ainsi dire. Il a toujours cette question au bord des lèvres à propos de Macron, au sujet du président français depuis le début. Mais qui t'es petit blanc-bec et pour qui te prends-tu? Et là, j'ai l'impression qu'il en a marre de se poser cette question. Du coup, elle est résolue. Il ne pourra jamais le vassaliser complètement. Ce gamin est trop orgueilleux. Le président américain attend donc le moment favorable pour le faire tomber. Le faire tomber comment? Comment peut-on faire tomber un président élu, ai-je demandé, un peu naïvement? Eh bien, les États-Unis, en ce moment, font tomber à peu près qui ils veulent, m'a-t-il répondu. Les agents d'influence de Trump en France sont absolument légion, et la presse est aux mains d'intérêts pro-américains. Ne l'oubliez pas, ne l'oublie pas, mais votre président a quelques faiblesses qu'il est facile d'exploiter. Ah bon, lesquelles? Eh ben, il m'a dit, ce qui est ennuyeux, c'est qu'à force de vouloir ressembler à un homme politique à l'américaine, avec des levées de fonds, des voyages à Las Vegas avec 100 personnes, des dîners à New York et à Londres, des opérations de fusion plus ou moins téléguidées entre l'industrie française et l'industrie américaine, votre président a laissé des cailloux de petits poussés derrière lui. Il suffit donc de remonter la piste et on va trouver ce qui, dans son accession au pouvoir, sent le bon gros scandale à l'américaine. Et moi, toujours faussement naïf, parce que j'avais l'impression que mes abonnés étaient à l'écoute, je lui ai dit, vous voulez parler de quoi là? De l'affaire Epstein? Il était présent lors d'un dîner de soutien, par exemple. Mais je lui dis, dans ces cas-là, vous savez, en France, une commission ou un parquet financier qui enquête, il n'y a aucune chance que ça aboutisse, jamais. Mais non, il m'a dit, d'abord, je ne vous parle pas du tout de l'affaire Epstein, mais de l'affaire Alstom, qui est une affaire autrement plus importante. Et qui se passe chez nous, et on va probablement sortir des choses dont un journal anglais fera ses délices. À moins que votre président ne se couche complètement avant, comme pour le traité CETA par exemple. Ah bon, lui ai-je dit, mais vous m'avez fait peur là, parce qu'effectivement c'est ce qui va se passer. Il va se coucher comme d'habitude. Alors c'est là qu'il m'a dit, sauf si la rue l'empêche de se coucher. Et là, quand même, cet Américain m'a paru connaître assez bien les mécanismes du fonctionnement de la chose publique à la française. Nous verrons. Je vous remercie de vous abonner. À bientôt. Gérard, le maire de la ville de Villeneuve, m'a invité à déjeuner, figurez-vous, dans la brasserie en face de la mairie, sous les platanes. Et il m'a invité exprès pour me dire, ou pour me faire dire quelque chose, c'est qu'il ne fallait pas croire toute cette campagne insupportable et visiblement concertée qui essayait de nous imposer l'idée que la moitié des maires de France ne voulaient pas se représenter aux élections parce qu'elle était dégoûtée par ce travail ingrat, etc. Même vous, m'a-t-il dit, vous avez paru donner dans le panneau, je vous ai écouté attentivement la semaine dernière, vous avez dit que les maires n'en pouvaient plus et qu'ils voulaient raccrocher, etc. Et bien, en faisant ça, vous suiviez scrupuleusement ce que les équipes de Macron ont décidé de vous fourguer comme vérité officielle. Vous savez pourquoi ces gens véritablement diaboliques, enfin là je lui laisse la responsabilité de son expression, font expliquer en ce moment à longueur de reportages et de plateaux, c'est que les maires ne veulent
veulent plus continuer, parce que ça les arrange, parce qu'en disant « il était maire depuis 12 ans, mais il a plus envie d'y aller, c'est trop dur, etc. » Ils essaient de décourager en fait les gens bien implantés comme moi, comme élus. Et pourquoi faire? Pour mettre les leurs à la place des gens implantés, pour mettre des zombies bien habillés, des femmes pimpantes en tailleur clair qui portent des lunettes rouges de couturiers remboursées par leur mutuelle, des femmes qui s'appellent deux machins trucs, qui gagnent 8 000 €, qui disent celles et ceux, qui vous parlent de la planète et de la forêt amazonienne au lieu de se pencher sur les comptes du syndicat des ordures ménagères ou sur ceux de Veolia, tiens par exemple. Ils veulent essayer de nous imposer cette humanité de béni oui-oui qui dit tout le temps c'est clair, hein, qui pérore sur les plateaux en disant le président a annoncé des mesures importantes pour le pouvoir d'achat en Conseil des ministres, etc. Et qu'est-ce qu'elle a de plus, me dit-il, cette humanité? En fait, la vraie question, c'est qu'elle a quelque chose en moins. Pour rester correct, me dit-il, je vais vous répondre que c'est le courage, tout simplement, l'initiative. Ils veulent, tous ces gens, des soldats qui ne réfléchissent pas, qui fraternisent pas avec la population, qui ne nouent aucun lien privilégié avec le tissu économique local, comme je le fais moi-même, pour se faire financer en local, justement. Ils veulent plutôt des élus qui répètent docilement le discours de la préfecture, donc du président. Oui, parce que les vrais faits sont censés refléter la pensée de la présidence, s'il y a lieu. Et donc des maires qui ne s'opposent pas à la pose des compteurs Linky, par exemple, qui ne farfouille pas pour comprendre pourquoi, c'est toujours le même cabinet d'études qui est désigné, qui accepte de fermer des colonies de vacances pour y caser des migrants par dizaines. Alors je lui dis, mais donc tout est perdu, ils vont arriver à remplacer le personnel municipal par le leur. Eh ben non, me dit-il, parce que les Gilets jaunes, dont je suis assez proche, ont compris tout le parti qu'ils pouvaient en fait tirer du monde municipal, qui est le leur, par définition, qui est très concret, très en phase avec les vrais gens. Donc pour les municipales, les élections municipales, vous allez assister à un déferlement de candidatures Gilets jaunes, spontanées, qui vont essayer d'occuper les places avant que ces zombies, là, ces schtroumpfs à lunettes, ces dames en tailleur beige, qui disent celles et ceux, n'essaient de s'installer eux-mêmes. Et ça va marcher, croyez-moi, me dit-il, parce que tout simplement les gilets vont commencer par montrer que ces soi-disant candidats irréprochables ont tous des SCI, des intérêts à cheval sur le public, sur le secteur public, des enfants, des gens racasés, des propriétés de famille, alors que les gilets jaunes, eux, à 80%, ils viennent de milieux qui n'ont que leur épargne, dont les enfants sont au chômage, dont la retraite est assez minable, et qui sont prêts à révéler toutes les magouilles avant de se noyer complètement dans le marasme économique actuel. Et Dieu sait que le lieu privilégié de la magouille, c'est la ville petite ou moyenne, ou le gros village. C'est là que les gens n'en peuvent plus de circuler en Citroën Saxo de 1995, pendant que les gus du Conseil général roulent en Duster et reviennent de la Guadeloupe. Eh ben, des dossiers cette année, il me dit, on va en sortir. Alors je lui dis, mais si la presse n'en parle pas, ah, la rue en parlera, vous pouvez me croire. Vous en parlerez, me dit-il. Il m'a paru bien optimiste. Je me demande que faire contre un plateau qui dit, par exemple, halte à la transparence, et qui vous traite de populiste dès que vous réclamez le détail des dépenses de l'année dernière. Abonnez-vous, merci. Je me permets de revenir sur une période de ma vie révolue, ces 4 années que j'ai passées à mi-temps avec ses enfants au service d'un vieux monsieur de près de 90 ans, et j'en profite pour traiter une question qui a beaucoup agité les journaux au printemps, celle des enceintes intelligentes du genre Alexa pour Amazon ou Google ou je ne sais quoi, qui vous écoutent en permanence puisqu'elles sont censées réagir quand vous leur posez une question. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi complètement, je rappelle qu'il s'agit de petites boîtes grosses comme le poing, qui comportent un haut-parleur, un micro, une caméra parfois, et qui, lorsque vous les interpellez, vous demandent ce que vous voulez. Alors vous leur répondez, je voudrais la météo de demain, ou un disque de Michel Sardou, ou l'orthographe du mot ornithorynque, ou une multiplication de 6648 par 15, et ça marche, en principe. Bon alors là, généralement, les magazines pour esprit fort et les sites spécialisés sur Internet vous disent « Attention, attention, il y a danger pour votre vie privée », mais quand vous gardez un petit peu de sens commun, vous vous dites en quoi le fait qu'un homme de 88 ans
qui s'écrit Alexa, je voudrais écouter du Rossini, représente un danger pour qui que ce soit et pour sa vie privée. Vous allez me répondre, ou plutôt les esprits forts vont me répondre, il peut pas mettre un CD ou aller voir la météo dans le journal? Ben non, justement, c'est curieux, mais à 88 ans, on n'a pas envie de se lever, pas se laver non plus, de se lever, de mettre ses lunettes, de chercher un CD de Rossini. On a souvent envie de rien d'ailleurs, et il arrive qu'on soit devenu assez bizarre jusqu'à essayer de faire des choses interdites ou dangereuses, comme par exemple monter sur une chaise pour redresser une porte de placard ou renverser le canapé pour retrouver un stylo. Et c'est là que l'utilité de ces petites boîtes se manifeste. Quand vous avez besoin de sortir de l'appartement pour 3 ou 4 heures et qu'il n'y a pas l'infirmière à domicile ou plus, que faites-vous? Eh bien, vous couplez la petite boîte en question avec votre téléphone portable et vous pouvez, tout en faisant vos courses à 4 km de là, surveiller le salon du sommet de la bibliothèque. Donc vous voyez la pièce toute entière et vous voyez si votre vieux monsieur là essaie de monter sur une chaise pour redresser quelque chose. Alors vous me direz à quoi ça sert, s'il tombe sur le tapis, le temps de rentrer, il se sera déjà cassé le col du fémur, voire davantage. Eh bien détrompez-vous parce que quand vous ne le voyez plus ou quand vous le voyez debout sur une chaise, vous lui parlez doucement par le micro de la petite boîte là, et de votre téléphone portable. Il vous demande « mais où es-tu » Il vous aperçoit vaguement sur l'écran de la petite boîte au sommet de la bibliothèque et vous lui dites calmement de descendre tout de suite et ça marche. Donc avant de multiplier les dossiers spéciaux sur les dangers des assistants connectés, après avoir admis que rien ne remplace une présence humaine, ça c'est certain, on peut en conclure que ces petites boîtes-là qui surveillent, qui jouent de la musique, qui diffusent des informations de la radio, qui allument la lumière aussi, qui répondent à des questions simples ou en calcul ou en matière de démarche administrative aussi. Ces boîtes ne sont pas diaboliques pour tout le monde. On en a assez donc de ces journalistes qui ne réfléchissent pas, qui parlent de George Orwell et de Big Brother comme des automates dès qu'une caméra s'allume quelque part. Le vrai danger du totalitarisme et de la surveillance se trouve en fait du côté même de ces journalistes qui disent toute la journée la même chose, sur le même ton, sur les mêmes événements, et Poutine ceci, et Trump cela, et le président Macron a encore fait preuve de sens tactique, etc. Le vrai danger donc pour l'esprit, pour la démocratie, pour la liberté individuelle, ce sont ces robots journalistiques payés 5 000 € qui essaient de vous faire croire le contraire de ce que vous avez vu. Les caméras qui vous montrent si votre grand-père respire bien au milieu de l'après-midi représentent à côté de tout ça un danger extrêmement négligeable pour la démocratie, croyez-moi. Croyez-moi et abonnez-vous. Merci.